Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama, conseiller économique d'Ociam. On parlait juste avant avec Jean-Marc Vittori des Échos, des prix qui pourraient repartir à la hausse aux États-Unis, contrairement à ce qu'a promis aux Américains Donald Trump. On ne sait pas sûr, on lui fait un mauvais procès. Je suis tombé quand même sur le Peterson Institute. Alors, je ne sais pas si c'est un institut qui est sérieux. Très sérieux. Ou biaisé ou pas, qui est pro-démocrate. C'est plutôt pro démocrate. Bon, ils disent que dans le scénario où Trump appliquerait toutes ces mesures, l'inflation américaine augmenterait de 4 à 7 points supplémentaires d'ici 2026, avec un indice des prix qui cumulerait entre 6 et 9%. Et là, on se dit que mécaniquement, Trump deviendrait impopulaire s'il faisait une nouvelle guerre commerciale, s'il stoppait et qu'il expulsait des immigrés. Je veux dire, il l'a promis, mais derrière, il va se taper de l'inflation et c'est contraire à ce qu'il a promis. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Marc Vittori. Tous les éléments du programme de Trump sont inflationnistes. L'arrêt de l'immigration et même l'expulsion des immigrés illégaux. Il faut savoir qu'à peu près 80% des immigrés aux États-Unis rentrent aux États-Unis de manière illégale. Et la plupart sont régularisés après, jusqu'au mois de juin, parce qu'en juin, Biden a beaucoup réduit les quotas de régularisation des immigrés. Les droits de douane, effectivement, c'est mécaniquement inflationniste. En général, en moyenne, la moitié de la hausse des droits de douane passe dans les prix intérieurs aux États-Unis. Ce qui fait que si vous faites les droits de douane pondérés proposés par Trump, c'est une hausse à peu près de 15% des droits de douane sur les produits importés aux États-Unis. Ça fait 7% de hausse des prix d'importation. Et là, on suppose qu'ils mettent en place le pire en matière de droits de douane. Oui, alors il y a les gens qui ne partagent pas ces scénarios disent c'est une position de négociation. Bon, alors les droits de douane, c'est quand même très différent. L'effet sur l'inflation des droits de douane est très différent de celui de l'arrêt de l'immigration. L'arrêt de l'immigration, c'est de l'inflation permanente. Il y aura une tension permanente plus forte sur le marché du travail aux États-Unis. Les droits de douane, c'est de l'inflation transitoire, c'est une marche sur l'inflation. Et puis, la politique budgétaire, alors les estimations, c'est que Trump va augmenter, à nouveau s'il met en place sa réforme fiscale, mais enfin il a l'air assez déterminé à le faire, va augmenter le déficit budgétaire de 3 points de PIB pendant 10 ans. Enfin, forfaitairement, les calculs sont faits aux États-Unis par le bureau budgétaire du Congrès sur 10 ans. Et donc, ça fait une hausse du déficit public américain de 3 points de PIB pendant 10 ans, ce qui fait passer le déficit public de 7 à 10% du PIB. Et donc, tout ça est inflationniste. Alors, c'est très difficile de faire un calcul, mais le calcul du Peterson Institute est assez sérieux. C'est au moins, s'il fait tout, c'est au moins 4 points d'inflation supplémentaire. Aux États-Unis, dans quelle mesure cette inflation américaine, cette Trumpflation, pourrait s'exporter au reste du monde ou pas? Alors, ça dépend beaucoup de la réaction du reste du monde. Si le reste du monde ne met pas en place de mesures de rétorsion contre la hausse des droits de douane aux États-Unis, l'inflation américaine a plutôt comme contrepartie de la désinflation dans le reste du monde. Parce que le reste du monde, par exemple la Chine, pourra exporter moins aux États-Unis. On sait que la Chine exporte beaucoup aux États-Unis, soit directement, mais ça a beaucoup baissé, mais indirectement, au travers des pays d'Asie du Sud-Est, au travers du Mexique. La Chine pourra exporter moins aux États-Unis, donc la Chine va essayer d'exporter davantage vers l'Europe, par exemple. Et donc, cette supplément d'inflation aux États-Unis, s'il n'y a pas de mesure de rétorsion contre les droits de douane américains en Europe, c'est désinflationniste sur l'Europe. Et donc, non, il n'y a pas normalement d'exportation. Au contraire, les États-Unis exporteront de la désinflation dans le reste du monde. Après, quelle réaction de la Réserve fédérale américaine? Est-ce qu'elle sera obligée d'opérer ou pas un virage monétaire sous Trump? Parce qu'on a le sentiment que tout ça n'est pas entier par le marché. Le marché fait comme si Trump n'avait pas été élu. Enfin, en termes de... Non, les marchés aujourd'hui font comme si les taux allaient continuer à baisser, que la Fed allait continuer à baisser ses taux en décembre et puis une fois par trimestre en 2025, sans prendre en compte effectivement toute cette stimulation inflationniste de la politique de Trump. Les marchés
pense que la Réserve fédérale ne réagira pas à l'inflation provoquée par Trump, mais si vous regardez les taux d'intérêt à long terme des États-Unis, ils ont augmenté de 60-70 points de base depuis leur point bas qui est en septembre, qui est assez récent, et ils continuent à monter. Donc le marché obligataire américain valorise bien un supplément d'inflation. Un supplément. Alors si... Je pense que le supplément d'inflation, à nouveau, si Trump fait tout, est pas loin de l'hypothèse de la Peterson Institute. Ce qui veut dire que les taux d'intérêt à long terme des États-Unis vont augmenter à peu près de 200 points de base. Ah, mais c'est énorme. Ils étaient à 3,60, ils vont aller à 5,60. À quel horizon ? C'est très rapidement. Très rapidement, dès la confirmation des mesures de Trump. Mais ça, c'est... Et le marché réagit très vite. Et ça serait insupportable pour en moyenne, la moitié des hausses des taux d'intérêt à long terme aux États-Unis passent à l'Europe. Ça veut dire que les taux d'intérêt européens passeraient... aujourd'hui, le taux d'intérêt en Allemagne, c'est à peu près 2,30. 3,30. Il passerait à 3,30 et le taux d'intérêt français passerait à peu près à 4. 4,50. Ah non, on est à 3,40. Oui, mais il y a déjà un bout de cette hausse qui est faite. Elle passerait autour de 4. Et alors ça, c'est à nouveau beaucoup plus dangereux pour l'Europe que pour les États-Unis, parce qu'en Europe, il y a une croissance potentielle plus faible, il n'y a pas d'inflation, et ça veut dire une hausse très forte des taux d'intérêt réels, et pas aux États-Unis. Les taux d'intérêt réels vont plutôt baisser, parce que les taux d'intérêt vont moins monter que l'inflation. Donc, à vous écouter, l'élection de Trump peut créer une crise financière en Europe ? Oui, l'élection de Trump, c'est d'abord une chute plus profonde du marché immobilier européen, puisque c'est une hausse des taux d'intérêt à long terme. Alors, les taux d'intérêt à court terme européens vont plutôt baisser plus vite, parce que ça sera l'effet de la politique de Trump sera récessif en Europe. Et les taux d'intérêt à long terme européens vont monter. Et ça sera très mauvais sur le marché immobilier européen. Mais américain aussi. S'ils se prennent 200 points de base de hausse sur les taux longs américains, ça va swinger aussi sur l'immobilier. Mais aux États-Unis, il y a des facteurs de compensation. D'abord, il y aura quand même des relocalisations de production aux États-Unis, même limitées. Et puis, il y aura les déréglementations. Il y aura un prix de l'énergie bas qui sera toujours attractif. Aux États-Unis, c'est plutôt une politique qui est défavorable pour le consommateur et favorable pour les entreprises. Quand vous déréglementez les prix et que vous protégez des concurrents étrangers, c'est plutôt bon pour les entreprises. Je ne suis pas sûr que Wall Street sera au niveau où il est aujourd'hui, avec des records partout, notamment sur le Standard & Poor's, avec des taux longs américains 200 points de base plus élevés. Oui, mais il y aura quand même des phénomènes de compensation. À nouveau, les profits des entreprises américaines resteront élevés. Il y aura des déréglementations. L'énergie restera extrêmement bon marché aux États-Unis. Il y aura toujours une incitation à aller produire aux États-Unis, donc des entrées de capitaux étrangers importantes. Alors que pour l'Europe, il n'y a que des signes négatifs. C'est mauvais pour la croissance, c'est mauvais pour l'inflation. On peut avoir une crise financière en Europe, une crise des dettes souveraines. Oui, du fait de l'élection de Trump. Une crise de dette souveraine du fait de l'élection de Trump au travers de la contagion des taux d'intérêt américains vers les taux d'intérêt européens. On est déjà, mais on va clairement passer dans la zone où les taux d'intérêt à long terme de beaucoup de pays européens seront supérieurs à leur croissance potentielle. Si vous regardez la France, on est, je n'ai pas regardé ce matin, mais on est à 3,20 à peu près de taux d'intérêt à long terme. La croissance potentielle de la France, c'est à peu près 3,20. Si les taux d'intérêt à long terme passent à 4, les taux d'intérêt à long terme sont supérieurs à la croissance de long terme. Et donc, on génère une dynamique instable de la dette. Et puis, on a un besoin de correction des déficits publics beaucoup plus important. Après, pardon Patrick, mais on fait comme si Trump allait appliquer l'intégralité de son programme. Est-ce qu'il va tenir ses promesses programmatiques ? Il a quasiment les pleins pouvoirs. On ne sait pas, la Chambre des représentants, c'est pas encore. Oui, on a les États dont les résultats restent à dépouiller. Dans ces États, les républicains sont en avance. Donc probablement Trump aura toutes les chambres. Il va tenir donc ça lui permettra potentiellement, il a aussi la Cour suprême pour lui, il aura les pleins pouvoirs pour appliquer à la lettre, fidèlement. Certains disent que c'est une façin de négocier à la Trump. Oui, mais je pense qu'il a beaucoup répété qu'il mettrait des droits de douane, qui déréglementerait la finance, l'énergie, qui sortirait de l'accord de Paris et il arrêterait l'immigration clandestine. Moi,
Enfin, mes camarades américains disent oui, mais c'est une position de négociation. Ouais. Bon, mais sur l'immigration, c'est pas une position de négociation. Et donc, il s'est vraiment beaucoup avancé, et ça a été un argument électoral majeur de Trump, l'arrêt de l'immigration. Et ça joue plus sur l'inflation. S'il n'y avait que les droits de douane, la Réserve fédérale pourrait ignorer. Ça va faire un pic d'inflation, puis ça va retomber. Parce que, mais sur l'arrêt de l'immigration, ça va faire repartir les salaires. Il avait dit pareil aussi en 2016, et il ne l'a pas fait non plus. Hein. Il l'a fait à la marge, l'arrêt de l'immigration. Ah non, il ne l'a pas du tout fait. Il ne l'a pas du tout fait en 2016. Bon, alors il reste à définir les modalités pratiques de l'arrêt de l'inflation, de l'immigration. C'est pas parce que vous le dites que. Ouais. Mais bon, il y aura quand même des signes. Donc je crois que peut-être il fera pas tout ce qu'il a dit, mais qu'il fera quand même une majeure partie de ce qu'il a dit. Il y aura des mesures pour limiter l'immigration. Il y aura des hausses de droits de douane. Il y aura des baisses d'impôts sur les entreprises. Et donc il y aura un conflit ouvert qui paraît inéluctable avec Jérôme Powell, qui pour l'instant a dit si le président vous demande de démissionner, est-ce que vous démissionnerez? La réponse est non. Il a dit, en gros, il veut rester, il veut être imperméable à toute pression. Trump va faire pression, évidemment. Oui, mais enfin, je crois que le Sénat n'est pas du tout favorable à l'arrêt de l'indépendance de la Banque centrale. Donc les sénateurs savent que ça serait quand même un coup porté à la crédibilité du dollar. Ils n'ont pas envie de porter un coup à la crédibilité du dollar. Donc je crois que Powell fera la politique qu'il juge nécessaire jusqu'en 2026. Il fait quoi alors, à partir de quand il verra l'inflation remonter? Il monte les taux. Il monte les taux et il monte les taux. C'est pas du tout anticipé par les marchés. Alors à nouveau, les marchés obligataires anticipent une tension sur les taux d'intérêt obligataires. Les marchés de court terme n'anticipent pas du tout. Quand vous regardez les contrats euro-dollar, ils n'anticipent pas du tout Mais effectivement, si cette politique économique est mise en œuvre, il y aura la Réserve fédérale, dans un premier temps, arrêtera de baisser ses taux d'intérêt. Donc elle sera au début de l'année prochaine, elle sera à 4 sur les Fed Funds, je crois, si je compte bien. Et donc elle arrêtera à 4, et puis éventuellement elle commencera à remonter ses taux d'intérêt. Bon, et l'Europe là-dedans, comment est-ce qu'elle doit réagir? Comment est-ce qu'elle doit répondre face, encore une fois, à ces hausses de droits de douane de Trump? Est-ce qu'elle est en mesure de riposter? D'abord, il y a une partie des pays européens qui sont très libre-échangistes. Et puis, rentrer dans une guerre sur les tarifs avec les États-Unis pour 10% de droits de douane, ça paraît assez dangereux, même du point de vue de l'Europe. Parce que si l'Europe met des droits de douane en rétorsion aux droits de douane de Trump rechargera encore des droits de douane européens. Donc mieux vaut accepter 10%. On est à combien de droits de douane sur les produits européens? C'est très compliqué parce que c'est 5 ou 6% le droit de douane moyen sur les produits européens des États-Unis. Donc mieux vaut accepter un doublement des droits de douane que de rentrer dans un... Je crois que c'est bon, les avis diffèrent, mais il serait extrêmement dangereux de rentrer dans une surenchère, alors qui conduirait inévitablement à une récession mondiale, quoi. Je veux dire, si l'Europe, les États-Unis et la Chine rentrent dans une surenchère sur les droits de douane, le commerce mondial va s'effondrer et on aura une récession mondiale. Donc si c'est 10%, il faut peut-être mieux accepter 10%. Et puis faire des politiques européennes pour le problème de croissance de l'Europe, c'est pas les États-Unis, hein, c'est le rapport Draghi, hein, c'est le Draghi met ça très bien en évidence, c'est l'insuffisance de la recherche-développement, l'insuffisance des investissements technologiques, l'absence de coordination des politiques industrielles, l'absence de marché unique pour des capitaux et pour un certain nombre de biens, le fait que quand vous lancez un produit financier en Europe, il faut démarcher toutes les agences des marchés financiers européennes. Parce qu'il y a plein de réglementations différentes. Il n'y a pas d'agence, il n'y a pas de régulateur unique des marchés financiers. Et donc, l'Europe devrait accélérer ce programme d'intégration et d'unification. Il faudrait beaucoup d'investissements en Europe et si possible, financés de façon européenne, pas financés pays par pays. Il faudrait sortir de la logique du donnant-donnant. Aujourd'hui, l'Europe, comme chaque pays veut avoir une petite part des programmes, l'Europe saupoudre. Quand vous regardez Next Generation EU, d'abord on
on est à peu près au quart de la dépense du total du montant promis. Et puis, c'est du saupoudrage. Hein, vous subventionnez toutes les industries subventionnables, alors que si on était un marché unique, on déciderait que l'éolien, c'est au Danemark, l'éolien européen, c'est au Danemark, voilà, et on choisirait un champion européen et on le ferait grandir. Donc, est-ce que l'Europe est capable de faire tout ça? La réponse est non. Dans le contexte politique européen, avec la coalition allemande explosée, des pays européens, les Pays-Bas, la Hongrie, qui ont une politique très nationaliste, la France qui est très affaiblie, je ne vois pas l'Europe faire cette révolution institutionnelle qui serait nécessaire pour financer en commun les investissements nécessaires. Un mot avant de se quitter, Patrick, des marchés boursiers, notamment américains. Combien de temps elle peut durer l'euphorie? Parce qu'on peut parler d'euphorie à Wall Street avec le Standard & Poor's 500 qui a dépassé la barre des 6000 points. Est-ce qu'à court terme, la flambée va se poursuivre à New York? Parce qu'on voit bien que sur le marché européen, boursier européen, ce n'est pas la même histoire. Les marchés financiers ont réagi assez normalement à l'élection de Trump. Le marché américain action a monté, le marché européen action a baissé. Les taux d'intérêt à long terme ont monté aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, avec cette proportion de 1 point de base en Europe pour 2 points de base de hausse aux États-Unis. Donc la réaction à court terme des marchés, elle est très raisonnable. Alors, est-ce que l'élection de Trump, c'est mauvais pour le marché action européen, parce que l'Europe va perdre des marchés, va perdre de la compétitivité, va aussi avoir des problèmes dont on n'a pas parlé, enfin, va avoir des problèmes de dépenses militaires qu'il faudra augmenter, de baisse du parapluie, du parapluie militaire des États-Unis. Et donc, l'élection de Trump, c'est mauvais pour le marché action européen. Donc, alors, la question, c'est le marché action américain. Oui. Parce qu'il y a des forces en sens inverse. La hausse des taux d'intérêt, c'est pas bon pour les taux d'intérêt à long terme, c'est pas bon pour les actions américaines. Mais la déréglementation, l'énergie pas chère, les baisses d'impôts d'entreprises, c'est bon. Donc, c'est incertain, donc il n'est pas exclu que le niveau plus élevé du marché américain depuis quelques jours soit permanent, puisque à nouveau il y aura un effet négatif. Il y aura un effet négatif de l'inflation, mais il y aura un effet positif de plein d'autres mesures du programme de Trump. C'est incertain. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il faut surpondérer les actions américaines par rapport aux actions européennes dans les portefeuilles, parce que terrible, différentiel de croissance, différentiel de prix de l'énergie, différentiel de volontarisme de politique économique, donc les actions américaines. Et puis, il faut pas oublier que les États-Unis attirent énormément de capitaux. Les entrées de capitaux à long terme, aussi, des achats d'actions, des achats d'obligations, des achats de parts d'entreprise aux États-Unis, c'est 7 points de PIB des États-Unis. C'est des entrées considérables de capitaux à long terme. Et ça évite que, quelle que soit la politique budgétaire en particulier menée, il y ait une crise de financement des États-Unis. Donc, comme vous disiez à l'instant, le risque de crise de financement, en particulier des États, il est bien en Europe, mais il n'est pas aux États-Unis, parce que les États-Unis... Même avec 10% de déficit public. Ce qui compte, c'est le déficit extérieur. Est-ce que le déficit extérieur est finançable? Le déficit extérieur, c'est 3,5% du PIB. Les entrées de capitaux, c'est entre 6 et 7% du PIB. Problème. Et donc, il y a une marge de manœuvre considérable pour que les entrées de capitaux continuent à financer le besoin de financement des États-Unis, aussi bien public que privé. Donc, difficile de trancher sur l'évolution de Wall Street dans les prochains mois et trimestres, au final. Oui, je crois que probablement, ça sera à peu près stable, parce que les bons et les mauvais facteurs du programme de Trump vont à peu près s'équilibrer. Allez, merci beaucoup. Donc, entretien avec Patrick Artus, le conseiller économique d'Ociam, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Patrick. Merci David.